En fait, je regardais les films de police, je voyais les techniciens de labo. C'est ça qui m'intéressait en fait. Je voyais les gens avec des blouses, avec des pipettes, avec des. J'ai dit ça va être sympa. Écoute, je vais faire ça. Quoi. Moi, je suis à la fin du processus. Du process, ouais. Je regarde si le produit est conforme ou pas pour le libérer. Dans ma réflexion, je me dis c'était intéressant de savoir qu'est-ce qui se passait avant. En amont. Et c'est de là que je me suis dit, écoute, ce serait intéressant de me réorienter, reprendre mes études et puis faire des études dans l'agroalimentaire. Comme je le disais, quand tu es ingénieur qualité ou responsable qualité, l'objectif final, c'est de mettre sur le marché des produits que les consommateurs vont consommer, que les produits soient sains sur le plan sanitaire, soient bons sur le plan organoleptique et qu'on respecte la réglementation pays où on met sur le marché. Alors, tout le but du service qualité, c'est éviter que c'est ce qu'on appelle des crises. Quand on parle de retrait ou de rappel produit, c'est une crise pour l'entreprise. Parce que l'entreprise est exposée. Il y a l'administration qui va enquêter, qui va faire des contrôles, qui va demander des éléments. Donc le but du service qualité, c'est éviter que ça arrive. Quand si demain il y a un retrait-rappel et qu'on entend l'entreprise, il y a ça qui s'est passé, ils vont venir vous appeler. Mais c'est qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui s'est passé, quand on vous expliquer ça. Donc il faut également préparer les éléments de réponse à l'administration. Voilà, parce qu'il faut regarder les médias, mais des fois il y a des crises qui peuvent aboutir à la fermeture d'usine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager ce nouveau podcast avec Abdou Seck qui va nous parler de son métier d'ingénieur qualité agroalimentaire. En effet, durant ce podcast, Abdou revient sur son parcours et nous explique comment il est parvenu à pouvoir exercer ce métier. Il nous parle de sa vie de tous les jours en tant qu'ingénieur qualité. Il nous explique aussi les différentes compétences requises pour pouvoir exercer ce métier. Il nous explique un peu l'envers du décor avec les salaires et en fait en quoi consiste ce métier. Donc si le métier d'ingénieur qualité est un métier qui pourrait être quelque chose qui t'intéresse, je te recommande vivement de suivre ce podcast. Et sur ce, je te dis à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdou Seck. Donc, je vais pas parler de son métier, donc il va se présenter plus tard. Il va nous parler, on va dire, Abdou va nous parler de son métier qui est ingénieur qualité. Donc, il va nous parler un peu plus des coulisses de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours et puis parler aussi un peu de sa personne, de son parcours. Donc, j'espère que ce podcast sera intéressant pour vous et que le métier qu'il va aborder vous intéressera. Sinon, Abdou, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Najib, ça va bien, merci de l'invitation. Merci, c'est moi qui te remercie plutôt d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, je suis honoré de t'avoir aujourd'hui en tant qu'invité dans le cadre de ce podcast Parcours Métier. En tout cas, j'espère que les auditeurs vont apprécier le contenu. Donc, comme tu le sais, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de parcourir un métier, c'est-à-dire prendre une personne qui est spécialiste dans un domaine, qui va venir nous parler un peu de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, en quoi consiste réellement son métier. D'accord, ok. Donc, du coup, en fait, la première question que moi j'ai l'habitude de poser dans le cadre de ce podcast, c'est est-ce que tu savais que depuis le début, ou en tout cas avant le bac ou juste après avoir eu le bac, est-ce que tu savais que tu voulais devenir ingénieur qualité ? La réponse est simple, c'est non. Non. Ce métier-là, je l'ai découvert longtemps après le bac. Je l'ai découvert après mon DUT. Après le DUT. Donc avant le DUT, je ne savais pas en quoi consistait mon métier actuel que j'occupe. Okay. Je savais ce que c'était ingénieur qualité. Par contre, dans ingénieur qualité, on peut tout mettre dedans. Donc, mais en tout cas, mon métier actuel, ce que je fais, j'avais aucune idée avant mon DUT de en quoi ça consistait réellement. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de ce podcast-là qui explique un peu les contours du métier réellement avant de se lancer dans une filière ou d'autres. J'aurais bien aimé, moi, il y a quelques années, avoir une émission comme ça qui m'explique un peu en quoi consistait le rôle de responsable qualité ou d'ingénieur qualité. Effectivement. Et ça sera la chance, en tout cas, des plus jeunes, en tout cas aujourd'hui, et de nos auditeurs qui vont pouvoir, en tout cas, avoir la chance de découvrir plusieurs métiers, et entre autres, pour aujourd'hui, le métier d'ingénieur qualité.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Et oui, une présentation, quoi. Ok. Donc, moi, c'est Abdou Sek, j'ai 43 ans. Je suis responsable qualité. Du coup, mon parcours pour faire vite. Moi, j'ai eu un DUT IAAB. Je suis passé par l'ENSUT. Donc, j'ai fait un DUT IAAB, option analyse biologique. Ok. Après ça, parce que moi, je voulais toujours être technicien de labo. Bon, ça m'intéressait. Être dans des labos, faire des analyses expériences, c'est ça qui m'intéressait. Donc, je dis, écoute, ça se passait très bien dans les cours de biologie. Donc, j'ai dit, écoute, c'est l'option, la route, elle est tracée. Donc, je vais faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai travaillé un peu comme technicien d'analyse biologique, un peu à Dakar, rapidement. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai voulu changer. Okay. Et voilà. Et après, je suis parti maintenant après, c'est là où j'ai découvert un peu tout ce qui était ingénieur agroalimentaire qualité. Donc, du coup, si je comprends bien, en fait, après le bac, tu étais allé dans une formation à l'ENSUD, comme ça, au tâtonnement. Honnêtement, je suis parti comme ça, au tâtonnement. En fait, je regardais les films de police, je voyais les techniciens de labo. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Ouais, je vois c'est bien. Ça qui m'intéressait. Je voyais les gens avec des blouses, avec des pipettes, avec des... j'ai dit, ça va être sympa, écoute, je vais faire ça, quoi. Mais je savais pas du tout en quoi ça consistait. Ok. Et du coup, comment tu as fait? Tu vas me dire, en fait, comment ça s'est fait la transition, justement, qui t'a permis de vraiment découvrir ce métier, c'est-à-dire comment tu l'as découvert et à quel moment tu t'es dit que, ok, je fais le pivot, je vais m'orienter maintenant vers le métier de la qualité. Donc, ça va aussi que, après mon DUT d'analyse biologique, donc j'ai travaillé dans des laboratoires de biologie. J'ai aussi travaillé dans les laboratoires d'agroalimentaire. C'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Okay. J'ai commencé dans le groupe Kiren, où j'ai des analyses d'eau. J'ai commencé par là. Ensuite, j'ai travaillé également pour Colgate, analyse chimique. Et puis, à un moment, je me suis dit, écoute, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se fait avant que les produits arrivent chez moi en tant que technicien d'analyse. Ok. Moi, je suis à la fin du processus. Du process, ouais. Je regarde si le produit est conforme ou pas pour le libérer. Donc, dans ma réflexion, je me dis, c'était intéressant de savoir qu'est-ce qui se passait avant, en amont. Ok. Et c'est de là que je me suis dit, écoute, ce serait intéressant de me réorienter, reprendre mes études. Ok. Et puis faire des études dans l'agroalimentaire. Ok, voilà. Très bien. Ok, très bien, ça c'est très intéressant. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser une question donc, par rapport à ton métier, justement, aujourd'hui, qui est le métier d'ingénieur qualité. En fait, qu'est-ce que le métier exactement d'ingénieur qualité? En quoi ça consiste réellement? Alors, c'est un... en tout cas, moi, c'est un métier qui est passionnant parce que chaque jour est différent. On est sur des problématiques différentes au quotidien. En tant qu'ingénieur qualité, on travaille avec tous les composants d'une entreprise. On va travailler avec les services achats. On va travailler avec les services R&D, on va travailler avec la production. En gros, mon métier consiste à mettre sur le marché, mettre à la disposition des consommateurs des produits conformes. Des produits conformes sur le plan sanitaire, également sur le plan organoleptique. Maintenant, ça c'est le but final. Maintenant, pour y arriver, il y a différents processus. Donc, dans le service qualité, il y a pareil différents métiers. Quand on parle d'ingénieur qualité, il y a plusieurs filières. Il y a ingénieur qualité produit, ingénieur qualité fournisseur, ingénieur qualité process. Donc ça on pourra après entendre dans les détails de chaque on va dire sous chaque composante en fait. Ok, d'accord, ça marche, ça c'est cool. De toute façon, on reviendra dans ces détails-là parce qu'on a une partie dédiée où on va vraiment partir sur l'aspect technique. Donc du coup, en fait, quelque chose qui serait intéressant, c'est aussi au-delà du métier, de savoir, par exemple, le parcours de la personne. En fait, toi, quel a été ton parcours aujourd'hui qui t'a permis de pouvoir t'orienter dans le métier de la qualité? C'est-à-dire,
on va dire, collège, lycée, quel a été ton parcours jusqu'à ce que tu puisses t'orienter carrément dans ce parcours d'études? Donc moi, au collège, lycée, comme tout le monde, j'ai fait bac S. Ok. Voilà, après bac S, option plus, on va dire, option bio. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait mon DUT, IAAB, agroalimentaire et puis analyse biologique. Donc ensuite j'ai travaillé un petit peu en tant que technicien de laboratoire, que ce soit en analyse biologique et ensuite en agroalimentaire. Ok. Et c'est de là que je me suis dit, tiens, je souhaiterais savoir ce qui se passe un peu avant, donc je vais reprendre des études sur le plan des études d'agroalimentaire, pour devenir ingénieur agroalimentaire. Okay. Du coup, je suis parti en licence de biochimie. Okay. Déjà, la biochimie, on commençait déjà un peu à toucher un peu le sujet. Ensuite, j'ai fait un master de technologie alimentaire avancée. Ok. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, tu as fait un master en technologie alimentaire, donc tu es en fait ingénieur qualité, on va dire plutôt spécialisé côté agroalimentaire. Complètement agroalimentaire. Complètement Mon métier agroalimentaire. vraiment c'est que agroalimentaire. Ok. Après, c'est que agroalimentaire à ma formation de base. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en agroalimentaire, il y a également, même dans le métier d'ingénieur qualité, il y a également plusieurs sous-catégories, plusieurs domaines. Effectivement. Mais donc ce master-là, c'est un master qui est basé sur, tu as des connaissances, tu as des acquisitions en R&D, en gestion de projet, gestion de production, en aspect réglementaire, en qualité. Voilà. Et après, maintenant, c'est l'orientation pendant le stage de fin d'études qui définit un petit peu, on va dire, ta spécialité. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, une fois que tu as défini, par exemple, que, ok, tu as voulu, en fait, maintenant, ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe en amont plutôt qu'au niveau de la fin du processus. Et que là, tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, tu veux travailler dans la qualité, accès agroalimentaire. En fait, comment tu as mis en place ton projet professionnel de sorte à avoir le chemin qui va te mener vers ton but qui est de devenir ingénieur qualité en agroalimentaire? Ouais. Déjà, en me lançant dans une licence de biochimie, je savais déjà que c'était un peu le chemin pour pouvoir soit faire un master ou bien faire une école d'ingénieur en IA. Donc, faut quand même des connaissances en biochimie, en biologie, parce qu'il y a quand même beaucoup de liens avec l'agroalimentaire. Okay. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon master, mon stage de fin d'études, et mon stage de fin d'études était sur la mise en place d'un dossier d'agrément sanitaire pour un établissement qui mettait sur le marché des plats cuisinés surgelés. Okay. Donc, en gros, c'est grâce à ce stage de fin d'études qui m'a vraiment mis, ce qui est un sujet qualité, un dossier d'agrément sanitaire, c'est les prérequis de base pour pouvoir mettre sur le marché des produits pour que l'administration, c'est-à-dire les services officiels de l'État donnent la délivrance pour pouvoir produire. C'est ce dossier-là qu'il faut fournir. Okay. Donc, moi, mon sujet d'étude, c'était mettre en place ce dossier-là pour que le site puisse fabriquer des produits et le mettre sur le marché. Donc, c'est grâce à ça que je suis rentré en plein dedans. Ok, donc si je comprends bien, en fait, quand tu as su que c'était ce domaine qui t'intéressait, donc ce que tu as fait, c'est-à-dire de faire en sorte de trouver, en tout cas dans le cadre de ton stage de fin d'études, un stage qui cadrait totalement avec cela et qui te donnait les missions qui te permettaient de pouvoir réellement atteindre l'objectif de ton projet professionnel et de pouvoir t'insérer. C'est ça. Okay. C'est exactement ça. Et donc, du coup, justement, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont confrontés, on va dire, à l'obstacle de l'insertion professionnelle. Est-ce que pour toi, après avoir mis en place ton projet professionnel, est-ce que l'insertion professionnelle a été facile pour toi? Est-ce que tu as mis, par exemple, 6 mois, 1 an avant de trouver du boulot, ou bien ça a été plutôt rapide?
Honnêtement, ça a été assez rapide. Ouais. Parce que déjà, après mon stage de fin d'études, qui a duré 6 mois, mon stage de fin d'études, après ce stage-là, on m'a proposé un contrat de 5 mois. Ok. Parce que parce que je pense que le travail que j'ai fait leur a plu. Mhm. Il y avait un projet pareil pour mettre en place une certification Mhm. sur ce site-là, une certification de type IFS et BRC. Ok. Donc ils m'ont proposé un contrat de 6 mois sur ce site-là, une fois que j'ai fini mon stage de fin d'études qui consistait à mettre en place un dossier d'agrément sanitaire. Donc ils m'ont proposé un contrat pour mettre en place l'IFS et le BRC sur ce site-là. C'était l'IFS version 4 ou 5, c'était il y a longtemps, enfin version Ok. 4. Ouais. Ok, ça marche parce que j'ai vu ça en fait quand je faisais mes recherches pour la vidéo que j'avais faite, j'avais vu les normes IFS et tout ça, qu'ils étaient prérequis. Ok, et du coup ça c'est très intéressant parce que ça permet de mettre en valeur en fait des fois avec le bon projet professionnel, le bon stage, et puis si on le réalise très bien. Voilà. Donc finalement, en fait, ça peut permettre de pouvoir plus facilement avoir son insertion professionnelle. Ah bah complètement. En fait c'est le combo idéal. Ouais. On va dire c'est le bon combo. Faut trouver la bonne entreprise Mhm. avec le bon sujet. Mhm. Et ensuite, il faut bien le mener à bien, ce sujet-là, quand l'entreprise vous a confié. L'entreprise vous confie un stage d'études, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin pour l'entreprise. Faut que c'est du gagnant-gagnant, hein, c'est ça. Donc si vous tombez sur la bonne entreprise, vous tombez sur le bon sujet qui vous intéresse vous et qui intéresse également l'entreprise, et que vous le menez à bien, oui, il y a de fortes chances. Après, c'est pas... Des fois aussi, on peut avoir ce combo-là et que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que soit vous avez mal travaillé ou des choses comme ça. Il y a un facteur chance aussi qui est important. Effectivement. C'est-à-dire être au bon moment, au bon endroit. Exactement. Exactement. Donc des fois, et c'est ce que je dis parce que, en fait, là, pourquoi j'insiste sur ça, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, j'ai remarqué que je fréquente. J'ai l'impression que ils vont juste faire des stages pour faire des stages parce qu'ils veulent valider un diplôme. Alors qu'au final, le stage, c'est très important, surtout le stage de M2, parce qu'en général, c'est le stage qui va définir c'est ce que tu vas faire plus tard. Ah, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Parce que souvent, quand il y a une formation de M2, par exemple, je vais te donner le mien, par exemple. Moi, soit je pouvais m'orienter en recherche-développement, soit je pouvais m'orienter en production, soit je pouvais m'orienter en qualité, soit je pouvais m'orienter ça peut être également achat. Ok. Et moi, mon stage de fin... Bon, déjà, j'étais intéressé par la qualité. Ensuite, mon stage était sur ce sujet-là. Et ça, une fois que ça s'est réalisé et que ça s'est bien passé, on va dire que ça m'a ouvert le chemin. Ouais. Déjà parce que pendant le stage, j'ai acquis pas mal de compétences et puis de connaissances sur le sujet. Je les ai approfondies. Donc, j'étais à l'aise pour aller postuler à un poste d'assistant ou de responsable qualité. Et en fait, du coup, aujourd'hui, le métier que vous occupez, en fait, quel est aujourd'hui l'aspect le plus gratifiant dans le métier d'ingénieur qualité? Comme je le disais, quand tu es ingénieur qualité ou responsable qualité, l'objectif final, c'est de mettre sur le marché des produits que les consommateurs vont consommer, que les produits soient sains sur le plan sanitaire, soient bons sur le plan organoleptique, et qu'on respecte la réglementation du pays où on met sur le marché. Et ça, c'est vraiment le but final qui est souhaité. C'est aussi une responsabilité, hein, mine de rien, c'est pas si simple. Hein. C'est toi qui es garant de la légalité des produits que tu utilises sur le marché. Donc il y a également une responsabilité. C'est gratifiant, mais également une responsabilité. Mais c'est noble de se dire que c'est vous le garde-fou. C'est vous qui êtes garant de la qualité du produit tout ce qui ressort de l'entreprise. Voilà. Okay. Et la responsabilité s'applique à vous principalement. Donc dès qu'il y a une défaillance, donc directement, on ne se pose pas la question, on va directement venir vers vous. S'il y a une question, que ce soit sanitaire ou de légalité, oui, vous êtes l'interlocuteur numéro 1. C'est pour ça aussi que le rôle des responsables qualité ou des ingénieurs qualité, c'est eux souvent qui sont en contact avec l'administration ou bien avec les organismes certificateurs ou les organismes de contrôle.
Demain, il y a un contrôle sur le site. Bon, le directeur du site sera là, mais le responsable qualité aura une part c'est lui qui sera en premier plan, quoi. C'est lui qui devra donner les infos que les inspecteurs vont demander, que les contrôleurs vont demander, que l'administration va demander. Voilà, parce que c'est dans votre responsabilité de mettre tout ce qui est nécessaire pour que les produits soient conformes. Ok. Ouais. Ok. Et en termes, par exemple, de conformité, on parle traçabilité, analyse. En fait, en quoi ça consiste réellement? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, quand on met un produit sur le marché, il faut savoir qu'il y a une étape avant de développement, la R&D qui travaille, machin. Une fois que la recette est validée, les acheteurs vont acheter des matières premières et tout. Une fois que on achète les matières premières, on cible les matières premières, la qualité doit s'assurer que les matières premières qu'on va acheter, elles seront conformes sur le produit qu'on va faire. Donc, c'est dès le début. Donc c'est dès le début. Ok. Une fois que la recette est validée, c'est dès le début qu'on va dire tiens, cette matière-là, elle sera pas bonne pour ce qu'on va faire, c'est juste pas possible, donc on change. Okay. Ou bien avec les vérifications qu'on a faites sur le plan légal, sur le plan conformité, étiquetage, c'est bon, on peut y aller. Donc là, le service qualité s'occupe de faire un cahier des charges avec le fournisseur de matières premières pour que le produit soit conforme. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a acheté la matière première, maintenant on va faire les produits sur le site de production. C'est aussi sous la responsabilité du service qualité de vérifier que toutes les étapes définies ont été respectées pour que le produit réponde aux critères que la R&D a définis au départ. Ok. D'accord. Ok. Ensuite, ça c'est pour la partie organo, mais sur la partie qualité, le responsable qualité est aussi garant de la conformité sanitaire des produits. C'est-à-dire que toutes les étapes de processus, toutes les étapes du process doivent être vérifiées, validées, définies, que toutes les bonnes pratiques sont respectées, que les barèmes de température de cuisson sont appliquées, que toutes les bonnes pratiques d'hygiène sont prises. Et ensuite, derrière, pareil, c'est lui avec son équipe qui est garant de la partie analytique des produits. Est-ce que c'est conforme à la spécification du client? Si oui, c'est bon, on peut continuer. Si c'est pas bon, on bloque et puis on retravaille le sujet. Ça retourne en arrière, on bloque, on détruit. Voilà, c'est pour ça que c'est également une responsabilité. Ouais, j'ai l'impression que c'est une grosse responsabilité. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on a intérêt à ce que ce genre de choses ne se produisent pas. Et finalement, on va dire, on va avoir la hiérarchie qui va quelque part vous mettre la pression pour s'assurer que vous allez faire le nécessaire pour que ce genre de situation n'arrive pas. Par exemple, je vais donner un cas très concret. C'est que par exemple, des fois dans les supermarchés, des fois en fait, on signale qu'il y a tel produit qui est périmé. Et en fait, finalement, soit il y a une personne qui l'a mangé et qui est malade, ou même des fois un peu avant, on s'en aperçoit et du coup, qu'il faille retirer tous les produits. En fait, quand il y a ces genres de situations où on sait que c'est le service qualité qui a la responsabilité, comment ça se passe? Comment on va le gérer ça? Alors, tout le but du service qualité, c'est éviter que c'est ce qu'on appelle des crises. On appelle des crises. Quand on parle de retrait ou de rappel produit, c'est une crise pour l'entreprise. Parce que l'entreprise est exposée. Il y a l'administration qui va enquêter, qui va faire des contrôles, qui va demander des éléments. Donc le but du service qualité, c'est éviter que ça arrive. Donc tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, tout le processus de référencement des matières premières, de rédaction des cahiers des charges, de vérification des conditions de production, d'analyse avant libération, c'est pour éviter qu'il y ait un produit non conforme soit consommé par les consommateurs. Donc notre rôle, c'est anticiper cette problématique-là. Mais des fois, malheureusement, avec tous ces éléments, tous ces garde-fous-là, il peut arriver qu'il y ait des défaillances, soit chez le fournisseur, soit chez le site de fabrication, ou bien soit chez le client lui-même, chez le distributeur, et qu'on ait un problème. Et donc, c'est aussi partie des missions de service qualité de gérer ces crises-là. C'est-à-dire que demain, il y a un produit qui doit être rappelé, parce qu'il y a des consommateurs qui l'ont chez eux. C'est le service qualité qui doit gérer le retrait, le rappel, faire la traçabilité, regarder toutes les matières qui sont premières qui sont rentrées dedans, à quelle heure on a produit, on parle de quel lot, de quelle date à quelle date, de quelle matière, ils sont partis chez quel client, quel distributeur, quand, combien, de vérifier que tout ça
et conformes, de les rappeler, et puis de gérer cette crise-là. C'est également une des responsabilités importantes également, parce que quand c'est comme ça, on va dire que le nom du site, on va dire de l'entreprise est exposé. Ouais. Souvent on entend dans les médias, oui, des crises, donc faut le gérer. Après, le but du service qualité, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est éviter que ça arrive. Normalement, si tout est fait correctement, avec les processus qui sont définis par les services qualité, ça devrait pas se passer. Okay. Voilà. Donc si je comprends bien, mais comme je dis, des fois il y a des défaillances qu'on ne maîtrise pas malheureusement. Voilà. Après, faut les gérer correctement. Non mais ok, si je comprends bien, donc en fait l'idée c'est de vraiment le rôle premier du service qualité, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut, c'est-à-dire à la base, pour faire en sorte que lorsqu'un produit va sortir de l'entreprise, il doit être conforme, c'est-à-dire que ces situations de crise, on fait tout pour les éviter. Mais malheureusement, en fait, l'erreur est humaine et donc il y a des choses qui peuvent échapper et qui font en sorte que ces choses-là peuvent arriver. Ouais. Et donc, quand ça arrive, donc quelque part, c'est vous qui devez revenir à la charge et s'en occuper et gérer la crise et faire en sorte de faire le nécessaire. De faire le nécessaire, de faire le lien avec l'administration. Ouais, quand c'est comme ça, l'administration vous demande des comptes. Si demain il y a un retrait rappel et qu'on entend, l'entreprise, il y a ça qui s'est passé, ils vont venir vous appeler. Monsieur, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez ça? Donc, il faut également préparer les éléments de réponse à l'administration. Voilà, parce qu'il faut regarder les médias, mais des fois, il y a des crises qui peuvent aboutir à la fermeture d'usine. Des fermetures de lignes. Donc le but c'est que ça n'arrive pas, et donc c'est aussi le rôle du service qualité de pouvoir gérer ces situations critiques là. Ok. Donc en fait du coup finalement moi, je me rends compte que en fait le métier d'ingénieur qualité c'est énormément de responsabilités. Hein. Et c'est pas stressant ça au quotidien à gérer. C'est beaucoup de responsabilités en effet. C'est beaucoup de responsabilités. Mais je dirais comme tous les services, pareil en production, si vous ne respectez pas les plans de production et les clients n'est pas servi correctement, vous avez une contre-responsabilité. En R&D, si vous devez développer, que vous ne développez pas correctement les recettes, pareil, il y a aussi une responsabilité pour l'entreprise, c'est comme pour les achats ou bien pour la partie supply chain. Enfin, je pense que chaque aspect de notre entreprise a des responsabilités. Par contre, c'est vrai que ceux du service qualité, que ce soit en ingénieur en responsable qualité, on est devant l'administration, il faut rendre des comptes. Parce qu'on met sur le marché des produits que les gens vont consommer et que ça peut avoir un impact direct sur leur santé. Donc oui, ce n'est pas rien. Une grosse responsabilité. Moi, j'ai entendu une chose sur les gens qui travaillent dans la qualité en entreprise. Apparemment, c'est les personnes qui sont les plus détestées en entreprise. Ça, c'est vrai ou pas? Alors, ça peut être le cas. Tout dépend des entreprises, en fait. Ça dépend, tu vois, pour moi, il ne faut pas généraliser. Ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Ça dépend aussi de la politique, de la vision de l'entreprise, de la direction. En fait, dans toutes les entreprises, il y a une direction qui fixe une politique, qui fixe un cap. Si le cap là, il est clair, il est défini auprès de tout le monde, on va tous aller dans le même sens. Si le cap, il n'est pas clair et qu'il y a des consignes qui sont données selon les différents services, chacun va aller dans son sens, et là, c'est là où on peut créer des tensions. Mais après, oui, il y a le préjugé comme quoi que les services qualité, c'est les policiers. C'est les garde-fous. Il y a un peu ce rôle-là, c'est pas faux, faut pas le dénigrer, c'est un rôle de garde-fou. On est là pour définir les choses, voilà, parce que des fois, on peut c'est pas par volonté, des fois, on peut se dire qu'on peut prendre des raccourcis, donc c'est aussi ce de remettre dans le cadre en disant qu'attention, si on fait ça, il y a tel risque, donc mieux vaut ne pas le faire. C'est aussi notre rôle. Mais n'empêche que il faut pas voir le métier de responsable qualité comme le monsieur en képi qui tape du bâton sur la table, qui dit, non. Le but c'est d'échanger un peu avec tous les autres services et présenter les impacts qu'on peut avoir. Pour moi, on va dire que dans ce métier-là, il faut avoir des qualités il faut être rigoureux. Il faut être très rigoureux, parce que déjà, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a l'aspect réglementaire, l'aspect sanitaire qui est important, donc on ne peut pas jouer avec ça. Donc ça, c'est une première chose. Donc, il faut beaucoup de rigueur, il faut de la fermeté, des fois quand il faut. Mais il faut aussi beaucoup de pédagogie, parce qu'il faut amener les gens. C'est une responsabilité, il est là pour amener les gens vers le cadre.
Ok. La nature humaine, des fois, on a un peu envie de sortir du cadre. Hein. Effectivement. On est tous des humains, donc des fois, voilà, des fois, on prend des raccourcis. Voilà. Donc le but, c'est être pédagogue pour expliquer aux gens, pour les embarquer vers le cadre. Et des fois, s'il faut de la fermeté, il faut aussi un peu de fermeté pour remettre aussi dans le cadre. Et ce qui est bien, c'est qu'on discute avec tout le monde. Oui, c'est ça. En préambule, c'est que tu travailles avec tout le monde, que ce soit la production, les achats, les flux, tu parles avec la direction, tu parles avec l'extérieur, tous les organismes certificateurs, tous les clients. L'administration, donc honnêtement, c'est un métier qui est, on va dire, qui est très éclectique parce que tu parles avec quasiment tous les services d'une entreprise. Exactement. Avec tout le monde, que ce soit en interne ou en externe. En fait, ce qui est cool, c'est que quand je faisais ma vidéo, c'est ce que j'avais découvert et je l'avais souligné, c'est que en fait, c'était un métier où finalement, en fait, les capacités en communication étaient très importantes parce que finalement, on se retrouve à faire beaucoup de pédagogie. À finalement, comme tu disais, c'est pas seulement question de policier. C'est quelque part, tu te retrouves à expliquer à la personne, les conséquences. Ok, il faut pas faire ça parce que, en fait, il faut pas faire ça parce qu'il y a ça. Il faut pas faire cela parce que il faut le faire comme ça parce que il y a ça et ça et ça qui font qu'on doit le faire comme ça. Et si on ne le fait pas comme ça, c'est ça et ça et les risques qu'on va encourir. Et des fois, il en va même, comme tu le disais, il y a des entreprises qui peuvent mettre clé sous la porte parce que certaines normes qualité ne sont pas suivies. Et donc, du coup, ça fait me rendre compte qu'effectivement, en fait, c'est un métier où au final, tu es en contact avec toute l'entreprise, en fait. Ouais, tu es en contact avec tout le monde. Enfin, tu travailles avec tout le monde. Mais quand je dis que ce soit en ascendant ou en descendant, ou même en transversal, tu travailles avec tout le monde. Tu travailles avec la direction, tu travailles avec les ouvriers employés qui sont en bas, tu vas travailler également avec tous les autres services de l'usine. En interne, tu vas aussi travailler avec des gens extérieurs de l'usine. Toute la partie administration, tu vas également être en contact avec beaucoup de monde. Ok. Donc c'est ça qui rend ce métier passionnant. Ouais. Et justement, c'était la question que j'allais poser, c'est de savoir finalement le fait que tu interagisses avec toute l'entreprise et même des fois en dehors. En fait, ça, selon toi, c'est quelque chose de positif ou négatif? Finalement, ça apporte beaucoup plus ou bien c'est plutôt négatif selon toi? Non, moi je dirais que c'est plutôt positif. Déjà, c'est une diversité en termes de travail, de pouvoir interagir avec beaucoup de monde. Quand on parle avec la R&D, on ne parle pas des mêmes problématiques avec les achats, on ne parle pas des mêmes problématiques avec les services de production, on ne parle pas des mêmes problématiques avec la direction. On parle de sujets souvent en qualité, c'est vrai, mais avec des prismes différents, avec des points de vue différents. Ok. Donc oui, c'est on va dire, et puis ça nourrit. Ça nourrit. Honnêtement, c'est un métier qui est assez central, qui est assez central, qui est au service de tout le monde. En fait, nous, on est des services support. Hein. On est là pour, on support de la production. On est là pour définir un cadre réglementaire, légal, sanitaire, voilà. Et le but, c'est d'embarquer tout le monde vers ce cadre-là pour que tout se passe bien. Ok, ben ça c'est très intéressant. Ok, et du coup, en fait, aujourd'hui, je veux dire, si une personne aujourd'hui voudrait travailler dans le domaine de la qualité, toi, quel conseil ou quelle orientation pourrais-tu lui donner dans le cadre de cela? En termes d'orientation, je pense qu'il faut avoir un intérêt, une appétence pour la la biochimie, la partie analytique, un peu de microbiologie, c'est un peu la base de notre métier. En tout cas, si on veut travailler vers la qualité, il y a également des aspects réglementaires, parce que mine de rien, on lit quand même beaucoup de réglementation, parce que, qui dit réglementation dit cadre. Oui, effectivement. En gros, quand je parle de cadre, je parle de cadre. Surtout les normes, parce que moi j'avais vu qu'il y avait beaucoup de normes, des IFS, ISO, HACCP. Justement, c'est une des questions même que je vais te poser. En fait, finalement, c'est quoi ces trucs-là, les normes ISO, HACCP? Alors, en fait, c'est quoi ce qu'on appelle, c'est des... Moi, je lis ça beaucoup dans les offres ou des fois quand je vais dans les entreprises, je vois l'entreprise est certifiée ISO 9001. En fait, c'est quoi c'est quoi ces normes-là? C'est des normes, en fait, que ce soit IFS ou BRC ou ISO, qui sont spécifiques à l'agroalimentaire
Et c'est des normes, on va dire, qui vont pouvoir certifier ton système qualité de l'usine. C'est des normes qui vont qualifier ton système. Tu as un système en place, tu as défini tes instructions, tes procédures, tes analyses de risque. Cette norme-là va venir regarder l'entreprise, son fonctionnement, le système, et se dire, par rapport à la norme IFS ou BRC, cette norme-là, ce système-là qu'on a étudié, il est conforme à tel pourcent, à 98, 99 ou 100%. En gros, c'est une notation. Dans ces normes-là, il y a en gros entre 330 et 350 items, c'est-à-dire exigences qu'il faut respecter. Voilà. Des fois, ça peut être des exigences des résultats. Des fois, ça peut être des exigences de moyens. Voilà. Donc, et le but, c'est que le système réponde à ces normes-là. Et dans l'agroalimentaire, on va dire que c'est des normes qui ont beaucoup, ça fait des années que c'est là, c'est en place et il y a du vécu et qui donne quand même une idée, on va dire, du système qualité de l'entreprise. Une entreprise qui a un niveau supérieur ou bien un niveau de base, c'est pas la même chose. Voilà. Donc oui, ça donne une idée quand même de la maturité du système qualité dans l'entreprise. Et du coup, en fait, si je comprends bien, en fait, c'est finalement, on va dire, c'est une sorte d'évaluation qui va permettre d'évaluer, par exemple, selon les normes qui ont été mises en place et de savoir en fait comment se situe l'entreprise et à quel niveau de conformité. Ouais, c'est ça. Et puis c'est des normes qui ont été lancées par la grande distribution. Ça a commencé par le BRC. Les Britanniques ont commencé à faire une norme pour pouvoir vendre à la grande distribution. Ensuite, les Allemands et les Français et puis les Italiens ont mis la partie IFS pour qui sont en fait ces deux normes qui se ressemblent vachement. C'est juste que le BRC c'est plus pour les Britanniques et puis l'IFS c'est un peu plus pour les Européens. Donc et ISO, HAC. Et ISO c'est assez, on va dire FSC c'est 22000 maintenant. Ça peut être mondial. C'est un peu, voilà. Donc ISO, c'est plutôt mondial. Après c'est des normes qui sont assez proches. Les exigences sont assez proches. C'est pour ça beaucoup de entreprises qui sont IFS ils choisissent soit IFS ou BRC, ça dépend des clients vers qui tu veux commercer. Mais ça donne quand même une idée à la grande distribution du système qualité dans l'entreprise. Donc pour avoir plus ou moins confiance de travailler avec eux. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu penses en fait de l'évolution de ce métier, on va dire dans le futur, surtout avec, on sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a les données et tout ça, le numérique. Et en fait, aujourd'hui, on sait que c'est un vieux métier quand même. Et en fait, en tout cas, dont on sait que quand même il est indispensable, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on mange, tout ce qui se passe. Donc comment tu vois l'évolution de ce métier-là avec les années? Alors historiquement, nous on était métier, quand on parlait avant de responsabilité, on pensait à quelqu'un avec son bureau avec plein de procédures, plein d'instructions, plein de classeurs. C'était toujours ça avant. Bon maintenant avec l'outil numérique, maintenant on a tous tout est digitalisé. Et prochainement dans le futur, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir être simplifiées dans notre métier, notamment la partie gestion des réclamations clients, parce que cette partie-là également fait partie de la partie, fait également partie du rôle de service qualité, quoi. Tout ça, il y a des clients qui vont manger un produit, qui vont dire tiens j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé pas. Donc ils font des réclamations, donc il faut leur répondre avec des éléments. Et là actuellement ces métiers-là c'est du traitement, c'est du traitement de texte. Donc ça par exemple demain on peut penser à un IA, on lui dit tiens on a tel type de réclamation, tel consommateur, tu me fais un courrier, il te le fait et puis en 2 secondes c'est réglé. Donc il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Et pareil on a énormément de procédures qui sont en place, plein d'instructions. Peut-être que demain, ce qu'on parlait tout à l'heure des audits système, ça se trouve demain il n'y aura plus d'audit système. On va te dire, vous chargez ici toutes vos procédures, il y a une IA qui va regarder, qui va dire
par rapport aux exigences, il y a ça et ça et ça qui est bon. Il vous manque ça, ça et ça. Finalement, l'IA va vous faciliter le travail en quelque sorte. Peut-être, là c'est moi qui extrapole, mais je pense que moi, mon métier actuellement, c'est ça. Demain, j'ai une norme qui arrive, on me dit tiens, Abdou, il faut que tu sois certifié. Truc. Bon, je vais prendre toutes les exigences, je vais regarder par rapport à mon système. Est-ce que je réponds à ce point-là? Est-ce que je réponds à ce point-là? Peut-être que c'est une IA qui va le faire à ma place. Il y a un norme, on va dire l'IA, tiens, il y a telle norme, voici tous les documents, est-ce que c'est bon ou pas? Et puis il fera le travail en 2 secondes. Alors que moi, je prends le temps, peut-être quelques mois à regarder, étudier toutes les instructions, toutes les procédures. Voilà quoi. Donc oui, l'IA, on sait pas ce que ça va donner chez nous, mais c'est sûr qu'il y aura des impacts, c'est sûr et certain. Alors, c'est important. On attend de voir. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours besoin de responsable qualité et d'ingénieur qualité. Ouais, ça, voilà. moi je suis convaincu que... D'ailleurs, même justement, en 2025, quand je faisais mes recherches, j'avais vu qu'en 2025, d'après une étude qui a été faite sur LinkedIn, le premier métier en France le plus recherché, c'était le métier d'ingénieur qualité. Donc, pour juste appuyer ce que tu dis. Mais, en fait, et puis ces métiers-là, c'est que, oui, moi je parle métier qualité en agro, mais dans tous les métiers, en fait, tu as besoin il faut un service qualité. C'est ce que je me suis dit. Normalement, il faut définir les critères de conformité et de non-conformité, et il faut un service qualité qui dit, et ça dans tous les métiers. Même que tu vendes des verres, que tu vendes des micros. Même tu vends des micros, il faut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon par rapport aux exigences qu'on a, quoi. Donc dans tout, il y aura forcément des métiers, il y aura des postes en tant que responsable qualité, en qualité. Après plus en agroalimentaire parce que là c'est plus sensible. Ouais, là c'est plus sensible quand même. Voilà. Ce qu'on met dans le corps, c'est comme la pharmaceutique, c'est comme la cosméto. Pareil, c'est des choses qu'on met sur le pot, sur le corps, dans l'organisme. Là c'est plus sensible. Ok. Et du coup, en fait, on sait que l'une des parties les plus importantes dans le métier d'ingénieur qualité, il y a tout ce qui est conformité, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Après, je sais qu'il y a une partie qui est des fois très redoutée, des fois non. En fait, c'est tout ce qui a un rapport à l'audit. Donc aujourd'hui, en fait, dans le métier d'ingénieur qualité, en fait, c'est quoi un audit et comment ça se passe un audit? Alors, un audit, ça peut être soit un client. Un client qui a ses exigences, qui dit moi je vais voir comment est-ce que vous répondez à mes exigences. Voilà, ça peut être un client. Ça peut être également l'administration. L'administration, que ce soit en France ou ailleurs, ils peuvent dire tiens, on va aller voir tel site, voir comment est-ce qu'ils travaillent, quoi. Est-ce qu'ils respectent la législation qu'on a définie ici, en France ou ailleurs. Donc pareil, il y a des exigences qui vont venir auditer par rapport à ces exigences-là. Regardez comment le site peut répondre à chaque point des exigences. Donc, alors, comment ça se vit? Ça se vit si le système est en place, ça se vit bien. On n'a pas de sueur. Si le système est en place. Si le système n'est pas en place, oui, là, ça peut être très très compliqué. Ça peut être très compliqué parce que pareil, ça peut avoir de grosses conséquences demain. Il y a des marchés qui ne sont pas faits ou bien que les sites ont perdu parce que le niveau, le système qualité n'était pas suffisant. Pareil, il y a des sites qui ont eu des avertissements par l'administration ou bien des mises en demeure ou bien voire même des fermetures d'usines parce que les systèmes qualité n'étaient pas en accord avec les exigences de l'administration. Donc oui, tout dépend de la préparation, tout dépend du niveau du système qualité que vous avez en place, mais aussi tout dépend de votre direction. Moi je dirais aussi, parce qu'un système qualité, moi je ne suis pas le directeur de site, moi je suis responsable d'un service qui est le service qualité. Au-dessus de moi j'ai mon directeur. Si lui, et on a la même vision et que l'entreprise a la même vision sur la partie qualité, oui, il n'y a pas de souci. Mais si c'est compliqué au niveau de la direction, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris ce sujet-là à cœur, que c'est un sujet qui est pris à la légère, oui, là, on peut être devant des difficultés, en effet. Donc, il y a aussi la partie direction, on va dire, de l'usine, ou bien direction qui est également importante. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, comment bien préparer un audit selon toi? Alors, pour bien le préparer, déjà,
Enfin, un audit pour moi, on le prépare pas. Je veux On va dire, dire, à quelques, quelques jours quelques près. jours avant ou quelques C'est- semaines avant, quoi. Pour Ouais. moi, un audit, en fait, c'est le fonctionnement de l'une doit être conforme aux exigences, enfin, mais au quotidien. Oui, le jour de l'audit, tu vas peut-être un peu faire un tour, nettoyer, vérifier un peu plus, mais on va dire, On va dire arrondir les angles, quoi. voilà, faire des dernières vérifications. Mhm. Mais le jour de l'audit, tu ne vas pas faire une révolution. C'est clair. Donc, pour que l'audit se passe bien, il faut que le fonctionnement normal soit quasiment le même que le fonctionnement le jour d'audit. Mhm. Sinon, c'est le meilleur moyen de se planter. S'il n'y a rien en place sur le site, pas les enregistrements qui sont faits correctement, pas les procédures qui ne sont pas respectées, faut pas penser que le jour de l'audit, Ça tout va bien se faire. Hein. Oui, peut-être par chance, oui, mais tôt ou tard, il y aura, enfin en tout cas, un auditeur averti, Mhm. il pourra détecter ces types de... Ouais, Enfin, des effectivement, défaillances, quand même. défaillances, ouais. Ok. Enfin, s'il creuse un point, il y a un moment, il va voir que Il va- là, il c'est va vite, déterrer, la ouais. coquille est vide et que là, derrière, il n'y a rien du tout. Ok. Ok, ça marche. Donc, pour le préparer, oui, pour le préparer, pour moi, c'est dès le C'est-à-dire c'est dans le quotidien. c'est quoi. dès le départ, dès le quotidien. Ok, C'est la meilleure solution. ok. Bon, Après, on le peut jour pas de- tricher, quoi. On peut pas pour le jour de l'audit, oui, il y a des vérifications qui sont un peu plus faites, oui, mais tu mets pas en place un système le jour même, c'est juste pas possible. Ouais. Parce que c'est tellement complexe un système qualité que tu ne peux pas le mettre même en un mois, tu peux pas le mettre. Système qualité, tu mets des années à le construire, à le mettre en place. Ouais. Tu mets des années. Ouais. Donc tu ne peux pas le faire le jour d'audit en une semaine ou deux, c'est juste compliqué, quoi. Ouais. Il y aura forcément des trous dans la raquette. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, au fait, une question que je voulais te poser, c'était de savoir, est-ce que tu peux me donner une ou deux anecdotes marquantes par rapport à ton métier? Des anecdotes marquantes. Ouais, il y en a quelques, il y a quand même quelques situations difficiles, il y a quand même quelques situations, On va que ce dire, soit positif ou négatif. on va dire une anecdote positive, très positive, une anecdote peut-être un peu négative. Une anecdote, je vais commencer par le négatif. Une anecdote négative, c'est quand tu dois gérer une crise en retrait rappel. Ça, c'est pas simple, parce qu'en termes de gestion, en termes de stress, c'est pas simple. Hein, faut de la rigueur, parce qu'en face, il y a l'administration qui attend des éléments, il y a les clients derrière qui attendent des éléments, il y a les directions qui est au-dessus. Donc, c'est à toi de coordonner tout ce monde-là pour avoir les bons produits qui sont rappelés, avoir les bons contacts à qui il faut lancer les rappels, avoir les bonnes quantités, faire les traçabilités pour avoir les produits conformes et pour que tout se passe bien, pour ne rien louper. Parce que s'il y a un loupé là-dessus, par contre, là, ça peut être très grave. Hein. Quand on demande un rappel d'un lot, il faut que tu saches celui-là où est-ce qu'il est parti, chez qui. Donc s'il y a un loupé, ça peut être très grave. Donc ça, c'est pas des. Donc ça fait partie du métier aussi. Hein. Faut savoir le gérer. Donc on le gère. J'ai dû en faire quelques-uns, mais ça se fait bien. Après, on va dire situation pas simple à gérer, mais par contre, on en sort, on va dire, avec beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'enseignements qu'on en tire. Ok. Donc voilà. Après, on va dire des satisfactions, c'est quand tu réussis des audits, quand tu mets en place un système pour un atelier et que tu réussis à passer l'IFS sur ces ateliers-là, ou bien le BRC, c'est gratifiant, alors que tu pars de zéro. Ça veut dire que tu as pu embarquer, tout le monde, toutes les équipes, que ce soit la production, tout le monde, la qualité, nettoyer. C'est comme je dis, un système qualité, c'est pas... Tu le prépares pas en 2 semaines, quoi. Ouais. Ça prend des années à construire. Ouais, voilà, une fois qu'on l'a construit et que ça a marché, que ça a réussi et que ça a continué, c'est assez gratifiant. Ouais, on va dire un peu le résultat de fruits de Le résultat plusieurs années de travail. Ok. C'est un peu ça. Ok. Et du coup, en fait, ça en fait pas un métier qui est quand même difficile pour gérer. Comment se passe la gestion entre l'équilibre pro-perso en tant qu'ingénieur qualité? Moi, je dirais pas plus qu'un autre. Comme je disais tout à l'heure, il y a la partie responsabilité qui est assez importante, qui est assez présente quand même. Après, ça dépend de chacun. C'est l'organisation
personnel de chacun. C'est sûr que dans ce métier-là, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Parce que comme je disais, on peut vite être noyé, perturbé parce qu'on est en contact avec tellement de monde qu'il faut quand même pouvoir gérer son planning pour pas être débordé, gérer ses priorités. Donc ça, c'est important. Donc oui, il faut savoir jongler entre ses priorités pour ne pas se faire déborder. Mais après, ça c'est un peu à chacun on va dire de pouvoir cadrer son organisation et son planning pour pas se faire déborder. Mais oui, il y a des chances qu'on se fasse déborder, de temps en temps. Ouais. Ok. Et en fait, une autre question, c'est aujourd'hui, en fait, dans ce métier, des fois, je pense qu'il y a plusieurs mythes qui sont en tout cas mis sur vous. Et en fait, tu penses que quels sont les mythes qui sont dits sur vous? C'est quoi les mythes? Ah, je sais pas. Par exemple, moi, je sais qu'on m'a dit, par exemple, les ingénieurs qualité sont les plus détestés en entreprise, c'est les plus chiants. Après, justement, c'est pour ça que je te pose la question pour savoir, pour toi, selon toi, quels sont les mythes qui sont dits sur les ingénieurs qualité, qui sont fausses, par exemple? Alors, bon, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de mythes qui sont dits, parce que c'est vrai que nous, on peut dire, ah ouais, c'est les empêcheurs de tourner en rond. D'accord, c'est les policiers, ils disent tout le temps non. Bon, les plus chiants. Ouais, c'est pas des créatifs. C'est vrai. Bon, après, dans toute chose, ils n'ont pas 100% tort, ils n'ont pas 100% raison. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Dans la vie, c'est vraiment, il y a une balance. Oui, dans notre métier, on a, comme je dis, on a une partie. Il faut beaucoup de rigueur. Comme je dis, comme je vais répéter encore une fois, quand tu fixes un cadre, tu ne peux pas changer de cadre au gré, aux aléas du vent. Tu ne peux pas dire aujourd'hui oui c'est bon, demain c'est pas bon. Non, si c'est pas bon aujourd'hui, demain ça sera pas toujours pas bon. C'est clair. Donc oui, dans ce sens-là, on peut être vu comme les chiants de la botte, mais sauf que derrière, si on dérive là-dessus, demain on s'expose à des difficultés qui vont être beaucoup plus compliquées à gérer. Donc voilà, des fois mieux vaut régler le problème à la source en disant non, plutôt que de laisser couler, et derrière les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes pour l'entreprise malheureusement. Effectivement. Donc voilà, donc des fois on prend des raccourcis, mais ça peut être compliqué. Donc ça, c'est vrai que des fois on est rigoureux. On a beaucoup de rigueur en disant le cadre c'est ça, il faut y rester. N'empêche qu'il faut également beaucoup de pédagogie. Faut beaucoup de pédagogie, il faut échanger beaucoup avec les gens. Les gens comprennent quand on leur explique et qu'on expose avec eux les conséquences qu'on pourrait y avoir. Souvent, si on fait beaucoup de c'est une qualité qui est importante dans notre métier. Souvent, quand on dit c'est les plus chiants, c'est parce que son qualité, il est pas trop dans l'échange. Il dit non, stop, c'est comme ça. Non, faut expliquer aux gens, donner du sens, c'est important. Les gens comprennent. Dans une boîte, normalement, on est tous censés tirer aller vers la même direction. Donc, des fois, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a quand même une partie de pédagogie, d'explication, de donner du sens qu'il faut faire. Ça permet d'arrondir les angles, ça permet de se comprendre. Et ensuite, il y a une direction en haut qui va arbitrer, qui va dire tiens, on part là-dessus et on part là-dessus. Mais cette dimension-là est importante. Échanger avec les gens, leur expliquer, leur donner du sens. Donc laissez les ingénieurs qualité continuer à être rigoureux parce que c'est ce qui fait que vous conservez vos emplois. Donc attention. Voilà. Et du coup, une question que je voulais te poser, c'était ça. Aujourd'hui, en fait, si tu devais reconseiller le jeune Abdou qui venait de recommencer dans le métier, quel conseil lui donnerais-tu? Le conseil que je me donnerais quand j'ai commencé dans ce métier-là, honnêtement, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que quand on m'a formé, j'ai été avec des gens qui étaient assez pédagogues, qui étaient assez pragmatiques. Mais par contre, il y a un truc que moi j'ai appris. En fait, je l'ai appris dès le début de ma carrière, que c'est
c'est un métier où on aurait des décisions importantes à dire, à donner. On serait des fois contre... des fois, on va dire non sur des choses qui sont... que tout le monde pense que c'est bon, alors que nous, réglementaires, on va penser que c'est bon. Donc, il faut rester, on va dire, droit dans ses bottes. Donc, le conseil que je donnerais au jeune Abdou, c'est rester dans l'échange. Être ferme, mais donner du sens et expliquer. C'est vraiment important dans ce métier-là. Parce qu'on est là pour, on va dire, donner des fois des mauvaises nouvelles. Non, on ne peut pas faire ça parce que légalement, on n'a pas le droit. Là, on ne peut pas faire ça parce que sur le plan analytique, on n'est pas bon. Mais derrière, on n'est pas bon faut expliquer aux gens. Et souvent, ça se passe un peu mieux. Bon, les gens, des fois, ils vont râler, hein, mais ça se passe un peu mieux, quoi. Voilà, tu seras un peu moins détesté. Enfin, les gens comprendront. Et puis les gens attendent juste qu'on leur explique, qu'on leur donne des raisons, qu'on leur explique pourquoi. Ils sentent de l'échange. Si c'est juste non, stop, c'est comme ça, on passe à autre chose. Parce que je suis le responsable qualité. Je suis l'ingénieur qualité, c'est moi qui décide. C'est moi qui ai la connaissance. Enfin, cette posture-là, elle n'est pas la bonne. Cette posture-là, elle n'est pas bonne. Et souvent, quand on dit, si on dit dans une usine que la qualité, c'est parce qu'il n'a pas la bonne posture. Les gens ils attendent de l'échange, attendent des infos. Bon, qu'on leur explique pour qu'on leur donne du sens. Et puis souvent, ça passe mieux. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, une question, en tout cas, que beaucoup attendent, c'est de savoir, en fait, est-ce que le métier d'ingénieur qualité paye bien? Alors, législation, quelles sont les fourchettes de salaire qu'on peut espérer en tant que débutant? En tant que débutant, ouais, ou en expérimenté. Alors, tu sais, par rapport à d'autres services, tu vois, je pense qu'ils sont pas valorisés au niveau de responsabilité que nous avons. Voilà. C'est mon avis, hein, c'est ce que je pense. Après, c'est quand même une profession qui est considérée dans l'entreprise, donc qui est rémunérée, parce qu'on sait que c'est important. Alors, logiquement, les entreprises, mettre des salaires corrects quand même aux responsables qualité. Quand tu es ingénieur, je pense que tu peux tourner entre 39 jusqu'à 45 KE par an quand tu as un peu d'expérience. Et après, selon ton évolution, oui, ça peut monter assez vite. Mais c'est des postes qui sont considérés dans l'entreprise parce que ceux qui définissent le cadre, c'est important. N'empêche que oui, en termes de salaire, même si c'est correct, je pense que ça gagnerait aussi à être encore un peu valorisé. Un peu plus valorisé. Ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, mais tout le monde veut toujours plus. Hein. Mais voilà, c'est la nature humaine qui veut ça, donc tout le monde va demander un peu plus. Donc, voilà. Et moi, je suis d'accord, parce que dans le sens où, parce que quand je vois que vous travaillez avec tous les services, et vous travaillez avec l'administration, et surtout le stress et la responsabilité qu'il y a, moi, je ne serais pas contre. Ouais, non. En tout Après, normalement, certaines boîtes ont compris cette responsabilité-là et puis les rémunèrent correctement. Après, c'est comme tout, il y a d'autres boîtes qui considèrent les responsabilités comme des gens contre-productifs. Ça existe encore. C'est étonnant, hein, ça. Ah, mais si, il y a des boîtes où la qualité, c'est des contre-productifs. C'est des contre-productifs. Ils bloquent tout, ils disent non à tout, machin. Mais comme je dis, c'est une question de posture. Ça dépend de la posture qu'on adopte. Effectivement. Voilà. Et si la responsabilité dit non à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment des choses qui vont pas. Ouais, ça, c'est clair. Normalement, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas validées dès le départ, quoi. Donc voilà. Donc oui, dans certaines boîtes, on peut considérer des ingénieurs qualité ou des responsables qualité comme des gens contre-productifs ou bien non productifs, mais sauf que c'est des gens qui sont là pour anticiper des potentielles problématiques dans le futur. Effectivement. Parce qu'au final, ça permet d'éviter certains problèmes qui, au final, vont
coûter beaucoup plus complètement. que sur le moment présent, complètement. parce que finalement, tu vas te prendre un audit ou des fois, tu vas te prendre des rappels de certains produits. Tu perds ton client Tu directement. perds ton client. T'as plus rien. Des fois, tu as des procès, Des fois, t'as des retraits l'État rappels, te prend, tu as des amendes. Ah ouais, au final, complètement. si même tu n'es pas chanceux, Et sans compter l'impact que tu vas avoir dans les médias, l'impact que tu vas avoir auprès de la population. Quand tu as une marque, quand tu as un produit qui est connu et que demain il y a une crise, mais ça c'est inchiffrable ça. Tu perds beaucoup de clients et une fois que les clients sont perdus, tu les retrouves plus, c'est fini. C'est fini. Les gens, s'ils ont plus confiance, voilà, les gens n'ont plus confiance ils ont plus confiance en ton produit, ils reviendront plus, c'est fini. Et puis il y a tellement d'offres dans le marché, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre ta place, mais très 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 rapidement. Ça traîne même pas. Ça traîne même pas. Donc oui, le fait d'avoir un système qualité ou un ingénieur qualité qui soit rigoureux, qui mette en place un système qui soit fiable, mais ça te garantit à long terme de rester sur le marché et d'être conforme et de produire correctement, c'est tout. Et au final, on ne peut pas considérer ces gens-là comme des non productifs. Effectivement. C'est une grosse erreur. Et finalement, c'est ce que je disais dans la vidéo, finalement. En fait, c'est l'ingénieur qualité, de limite même des ingénieurs qualité que va dépendre la réputation de l'entreprise auprès de ses clients et même auprès de ses fournisseurs et tout, parce que c'est ce qui va faire en sorte que... C'est lui qui fait le lien. Voilà, parce que si la qualité n'est pas là, c'est lui qui fait le lien. Client n'achète pas. C'est clair. Si la qualité n'est pas là, le client il peut acheter, mais il peut être exposé à des problématiques. Effectivement. Effectivement. Donc peut-être que tu vas pas durer. Oui, donc si tu veux durer dans le temps, voilà, il faut un système qualité robuste qui soit en place et que voilà. Et ça joue même sur le marketing de l'entreprise au final. Complètement. C'est carrément on est au niveau des enjeux d'image. Mais c'est pour ça que tu verras que dans les entreprises où ils ont une marque, ils ont un système qualité mais qui est robuste, qui est en place, parce qu'ils ont mis des années à construire une marque. Ils vont pas s'amuser avec des choses qui vont venir dégrader le nom de leur marque ou des choses comme ça. Donc voilà, dans les boîtes où il y a des marques qui sont présentes, le système qualité il est performant, il est fourni, ils mettent les moyens quoi. Ils mettent les moyens et puis ils comptent même dans l'organisation de la société quoi. Non mais c'est très intéressant. En tout cas, moi ça a été un réel plaisir en fait de discuter avec toi et puis de parler un peu du métier dans la qualité. Parce que moi, je connaissais un peu, mais en fait, je ne savais pas en profondeur c'était de tout ça qu'il s'agissait et qu'il y avait tous les enjeux là. Moi, je trouve ça très gratifiant. Et je pense que, en tout cas, quand on exerce ce métier, on a de quoi être fier. Et en tout cas, moi, me concernant, je crois que j'ai fini mes questions. Après, je sais pas, en fait, est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais dire ou partager aux auditeurs ou aux jeunes qui peut-être veulent s'orienter dans le métier de la qualité? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ce que je vais leur dire, c'est un métier d'avenir. C'est le métier d'avenir parce que c'est un métier d'avenir, en tout cas en termes, sur le poste. Paroisse. Non, mais parce que quel que soit l'alpha, quelles que soient les difficultés, quel que soit le contexte, on va forcément manger. Ça, c'est clair. Bon, donc, et pour manger, il faut également des produits sains. Donc, pour des produits sains, il faut un système qualité en place. Donc, malheureusement, tout ça. Donc, c'est un métier qui sera toujours là. Donc, c'est un métier d'avenir. Donc, il y aura toujours des postes. Après, comme je vous dis, c'est un métier qui est fascinant parce que on est au centre de l'écosystème en fait. Donc on gravite, on discute avec tout le monde, on échange avec tous les composants de l'entreprise. C'est assez diversifié. Et il y a des responsabilités qui sont également gratifiantes, je trouve. Quand tu te dis quand je mets un produit sur le marché, je suis quand même garant de la conformité des produits, c'est quand même gratifiant. Tu as quand même des responsabilités. Donc oui, c'est un métier qui est assez intéressant et puis qu'il y a plusieurs facettes. Comme j'ai dit en préambule, les journées sont jamais les mêmes. Et puis les problématiques sont jamais les mêmes, les solutions sont jamais les mêmes. Il y a toujours des choses qui
qu'il faut gérer, qu'il faut analyser. Enfin voilà, c'est des postes qui amènent tout le temps à la réflexion. Il n'y a jamais d'acquis en fait. Il n'y a jamais d'acquis. Il faut tout le temps, ça pousse toujours à réfléchir, à anticiper, parce qu'on est dans l'anticipation en fait. Ok. Voilà. Donc, comme vous l'aurez entendu, donc c'est un métier qui est passionnant, gratifiant, où on s'ennuie pas, et bon, qui a l'air d'être quand même bien payé, et où en fait on a quand même pas mal de problématiques auxquelles en fait on peut se confronter. Il y a pas mal de choses à apprendre. Donc voilà un peu. Donc c'était notre podcast d'aujourd'hui avec Abdou, qui nous a parlé du métier d'ingénieur qualité. J'espère que cela vous a plu et que peut-être cela suscitera des vocations parmi vous. Et qui sait. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, une autre émission et un nouveau métier. À bientôt. Merci, à bientôt. Bon courage.